Voilà, donc nous avons parlé hier de l'opposition entre les intendants et les officiers, la noblesse, en particulier au niveau de la haute magistrature, de la noblesse seconde, qu'on appelle la noblesse de province. On a vu les rapports entre les intendants, les gouverneurs, les intendants, les magistrats des parlements. Maintenant, voyons un degré en dessous, le rapport entre les justices provinciales face aux intendants. En particulier, les pouvoirs de justice des intendants les ont opposés aux officiers, d'où des relations qui ont été hostiles, tendues, et on remarquera qu'il s'agit à la base, les intendants, les commissaires, d'officiers, maîtres des requêtes, conseillers, mais aussi officiers des présidiaux ou des parlements. Donc c'est un combat interne, en quelque sorte, à cette couche sociale que l'on pourrait appeler la noblesse de robe, la noblesse des officiers. Les intendants siégeaient automatiquement dans les parlements et les cours des aides sans y avoir été cooptés. C'était donc un élément étranger qui venait s'imposer de fait et qui représentait le roi et qui pouvait influencer bien sûr les débats et les décisions dans le sens du roi. Il y avait un contrôle qui était exercé ensuite sur les cours subalternes, sur les élections, les bailliages, les présidiaux, et en particulier parce que les intendants, les commissaires étaient chargés de surveiller, de rectifier s'il le fallait la justice telle qu'elle était rendue par les officiers. On avait accusé ceci de malhonnêteté, d'ignorance, de violence, d'insoumission. Donc les intendants étaient là pour mettre de l'ordre dans la justice, dans la manière dont on rendait la justice. Il faut examiner toute sa conduite, donc l'instruction de Colbert en 1663-1664, l'instruction pour les maîtres des requêtes des partis dans les provinces, demandait que l'administration de la justice, au cours de la période précédente, des 10 dernières années, des 15 dernières années, à partir de la Fronde, que l'administration de la justice soit examinée, que toute sa conduite pendant la minorité de Sa Majesté, par quel mouvement elle a été réglée et de quels moyens les principaux qui l'ont conduite à mal ou à bien se sont servis. Il s'agissait donc de faire un contrôle rétrospectif de la justice rendue. Quant au bien même des officiers, il était demandé un certain rapport aux intendants. Sa Majesté ayant aussi souvent reçu quelques plaintes que les officiers des compagnies souveraines en divers endroits se font vendre le bien en fonds de terre qui les accommode, elle sera bien aise, Sa Majesté, d'être informée particulièrement des lieux où cela se pratique. Il sera pareillement nécessaire d'exposer dans le mémoire à remettre tous les fonds de terre qui sont possédés par chacun des officiers des 10 compagnies. Donc, il s'agissait de surveiller, de jeter un regard et peut-être de mettre au pas la conduite des officiers. Cette enquête va donc être une espèce de surveillance précise de ces officiers qui sont normalement les représentants du roi. C'est une espèce d'épuration, l'épuration qui va suivre, n'est-ce pas, vient d'une espèce de purification de ce corps de l'État, car c'est le cas, donc quoi, de ce corps des officiers qui disposent du pouvoir de l'État de rendre la justice. C'est une sorte de travail immense qui était demandé aux intendants et aux commissaires. Et il est d'une évidence que cela n'a pas été accompli selon les règles de l'art, minutieusement et avec efficacité. Mais l'état d'esprit, l'intention est là, et c'est finalement ça qui compte et qui va se pérenniser. Les moyens de l'État vont augmenter petit à petit, et les intentions vont pouvoir alors se réaliser concrètement. Voilà, donc était révisé, surveillé la vie des officiers. Il fallait que les intendants fournissent l'état
des receveurs ayant payé le droit annuel, donc des officiers qui se sont exécutés vraiment pour payer ce droit annuel. Cela a été demandé par Colbert en 1680, donc pour bien s'assurer que les choses avaient été bien accomplies. On demandera en 1683 que les intendants fournissent l'ordre de payer les augmentations de gages, de prêts et de l'annuel. Il y avait donc rivalité et guerre entre ces officiers qui étaient soit, on pourrait dire, au service du roi comme commissaires, soit peut-être plus au service de la nation comme officiers. Surtout, les cours des aides s'opposeront contre les empiétements du Conseil du roi, ainsi que les cours souveraines, les bureaux de finances, plus directement contre les intendants des partis dans les provinces. Ces oppositions, ces guerres, procédures qui vont en découler, procès, ne se résolveront pas toujours au détriment des officiers. Parfois, les intendants, les commissaires, leurs subdélégués seront limogés, et ça d'autant plus facile. Le pouvoir central pouvait sacrifier les agents si l'obéissance des cours souveraines supérieures ne pouvait pas être obtenue sans heurts. Voilà donc ce point que l'on peut faire sur les officiers, sur cette nouvelle race, on pourrait dire, d'officiers, plus directement sous l'autorité et obéissant, n'est-ce pas, à l'administration royale. Alors, ce qui était vrai au niveau des intendants est vrai aussi au niveau des subdélégués. Les subdélégués qui sont installés un peu partout à partir de la décennie 1680 étaient souvent des officiers de judicature et de finance. C'était d'une certaine manière leur permettre de jouir de cette réputation que l'officier avait naturellement auprès de la population. Donc on voit finalement que cette institution nouvelle, accrue de l'intendance, bénéficie malgré tout des acquis de l'institution ancienne des officiers. Qu'en est-il de la question de la police? C'est sous Louis XIV que se crée vraiment une administration policière dans le sens moderne ou contemporain du terme. Jusqu'à 1661, la police est une annexe de la justice. Elle va prendre son indépendance à partir de cette date. Des affaires de police sont remises par l'instruction de 1663-1664. Les affaires de police sont remises aux mains des intendants. Des mauvaises habitudes avaient été prises pendant la Fronde, mauvaises habitudes d'indépendance, de règlement des affaires d'une façon arbitraire, par des juridictions inférieures, par des officiers. Il fallait mettre de l'ordre. En particulier, il fallait vérifier que les gentilshommes n'aient pas abusé de leur situation et recevoir les plaintes qui pouvaient être développées contre eux. S'ils sont accusés de prendre de l'argent ou de vexer les peuples, disait l'instruction de Colbert aux intendants de 1663-64. Si les accusations sont vraisemblables, si les peuples se plaignent d'eux. La principale et la plus importante application que Sa Majesté veut que les gouverneurs de la province aient
est d'appuyer fortement la justice et d'empêcher l'oppression des faibles par les violences des puissants. Sa Majesté veut être particulièrement informée de la conduite des 10 gouverneurs pour juger ce qu'elle en doit et peut attendre à l'avenir. Donc, il s'agissait d'empêcher l'arbitraire, de remettre un véritable ordre royal dans les provinces. Et ce qui est particulièrement important à saisir, c'est qu'une partie des seigneurs protestants, en particulier, avaient abusé de leur pouvoir. Dans leur opposition, on pourrait dire traditionnelle, à la royauté, qui remonte au milieu du XVIe siècle avec les guerres de religion. Donc il y avait gentilshommes, mais il y avait aussi gentilshommes catholiques et gentilshommes protestants. Et les uns, comme les autres, pouvaient s'autoriser de la religion pour vexer les sujets qui n'étaient pas de la même religion, de la même confession qu'eux. Il faut s'informer si dans toutes les occasions de violence, comme meurtre, assassinat ou mauvais traitement, commis par les gentilshommes ou principaux des provinces, ils se sont portés sans crainte à faire des procédures et à faire justice sévère contre les coupables. Est-ce qu'il n'y avait pas connivence entre les criminels et les juges subalternes, locaux, qui étaient chargés de les juger? Si l'on peut étudier de près, si on peut essayer de discerner ce qui importait à Colbert et à Louis XIV à cette époque, on peut synthétiser cela en plusieurs points. Tout d'abord, les procédures étaient commencées, mais elles n'étaient pas menées à bien, en particulier au centre du royaume. Cette justice qui n'était pas rendue, cette exaction arbitraire au nom de la justice, déconsidérait l'État, l'État royal. C'était le deuxième point qui gênait fortement Louis XIV. Et enfin, il y avait cette volonté de vraiment mettre en ordre, de façon générale, le royaume, non seulement dans les finances, mais aussi dans la justice, et non seulement dans la justice, mais aussi simplement dans la police, l'ordre général du royaume. On peut dire que la condamnation de Fouquet était le début, le point de départ de cette remise en ordre général. Le premier et principal objet auquel nous nous sommes proposés est celui auquel, après l'affermissement de nos conquêtes, après la sûreté du repos public, après la réparation de nos finances et le rétablissement du commerce, nous avons destiné nos soins, a été de faire régner la justice et de régner par elle en notre État. Il s'agit d'une déclaration du 31 août 1665. Cette déclaration, en fait, est une mesure prise pour dresser un grand tribunal d'exception dans les provinces du centre, l'Auvergne, afin de remédier à tous les abus qui se sont accumulés depuis des années. Et c'est une grande remise en ordre, mais cette fois-ci locale, non plus au niveau central, au niveau parisien, comme lors de l'affaire Fouquet. Non, l'autorité du roi s'étend jusque dans les régions, dans les provinces, jusque dans les villages, pourrait-on dire. Novion commande cette opération des grands jours. Jamais il n'y eut tant de consternation de la part des grands et tant de joie entre les faibles. Ces grands jours d'Auvergne ont été étudiés par Arlette Le Bigre. L'ouvrage paru chez Hachette en 1976, Les grands jours d'Auvergne. Ils vont durer à partir du 15 septembre jusqu'au 30 novembre 1965. En réalité, ils vont être prorogés de 2 mois. Il s'agit donc de purifier la justice après avoir purifié les finances et la province après avoir purifié Paris. Tout le centre de la France est concerné par ce tribunal d'exception. L'Auvergne, le Mâconnais, le Lyonnais. Faire régner la justice et régner par elle en notre État. Au service de l'État sont expédiés 20 commissaires chargés
de purifier, de reprendre toutes les affaires qui ont été jugées sur les 10 ou 15 années antérieures, de recevoir les plaintes et de juger à nouveau, de juger donc la justice rendue. Une médaille va être éditée pour célébrer cette grande opération. Provincier. Ab ignoris potentiorum l'initiate. Province vengée des injures exercées par les puissants. 1360 causes pénales vont être examinées, 640 condamnations, mais nous sommes à une époque de tolérance, la pré-tolérance, et d'indulgence. 190 seulement des 640 sentences rendues vont être exécutées, donc sur ces causes jugées. 23 exécutions, 15 bannissements sur les 66, et 2 aux galères sur les 21 qui ont été prononcés. Ce sont les 3 catégories de peines les plus graves prononcées par les juges des grands jours d'aujourd'hui. Donc vous voyez, peu de condamnations à mort, mais suffisamment d'opérations, de causes de prise en main afin de montrer l'importance de cette opération de mise au propre, on pourrait dire, de la justice. Les acquis de ces grands jours d'Auvergne sont relativement importants. Premièrement, évidemment, cette opération de purification de la justice accorde, dans l'opinion publique, est saluée, parce que cela montre que bien, le roi reçoit les plaintes des moindres sujets et rend justice. Il le fait par ses intendants. C'est un acquis pour ces intendants par rapport aux officiers, aux juges traditionnels. Preuve du succès des commissaires, de la supériorité de ce système sur le système traditionnel des officiers. L'autorité royale, qui s'est manifestée par les grands jours d'Auvergne, montre sa force dans des provinces relativement éloignées de l'Île-de-France, qui ont pu être frondeuses en leur temps. Les intendants, ensuite, venant de Paris, seront dans la mouvance de cette opération punitive que sont les grands jours. Ces grands jours d'Auvergne, enfin, où la justice a été rendue d'une façon égale, on pourrait dire, par des juges venus de Paris ou d'ailleurs, tendent à faciliter une uniformisation, à promulguer une certaine unité dans la justice et dans la législation. C'est une unification dans le sens des grandes ordonnances que Louis XIV va édicter au début de son règne. D'ailleurs, c'est à cette occasion qu'en Auvergne, l'étalon de mesures parisiennes va être promulgué. Les règlements pour réformer la justice, à l'extrême fin de l'année 1665, règlement qui paraît le 10 décembre, tient compte, s'appuie sur l'expérience des grands jours d'Auvergne.
voilà pour cette opération de police judiciaire réussie à cette époque, en Auvergne. Maintenant, les grands jours d'Auvergne ne sont qu'un tribunal d'exception provisoire. À Paris, une réforme de la justice et de la police bien plus profonde va être réalisée par Colbert. En réalité, la police de la capitale était divisée en plusieurs institutions, avec chevauchement de compétences, avec procédures différentes, prisons, agents différents, et tous les inconvénients que cela peut engendrer, sachant que l'on pourra faire appel d'une juridiction à une autre, d'une police à une autre. 6, et même peut-être 7 institutions se partagent le maintien de l'ordre à Paris au début du règne de Louis XIV. Le procureur général du Parlement, le lieutenant civil, le lieutenant criminel et les commissaires du Châtelet, les officiers municipaux qui surveillent les métiers, donc qui sont chargés de la police professionnelle, on pourrait dire, le chevalier du Guet, le gouverneur, et enfin la milice bourgeoise. La milice bourgeoise, qui est la milice par quartier, qui peut se lever d'une façon quasi spontanée et prêter main forte dans des moments difficiles, invasion, troubles, émotions populaires. Cela nous fait donc 7 instances qui n'apparaissent pas si efficaces que cela. Guy Patin. Guy Patin est un bourgeois de Paris, il est né en 1601, il mourra en 1672. Il a tenu un journal très intéressant, très imagé, on peut dire, sur la vie à Paris à cette époque. Jour et nuit, dit-il, on vole et on tue ici et alentour de Paris. Nous sommes arrivés à la lie de tous les siècles. Et pour preuve, c'est vrai que les policiers eux-mêmes ne sont pas en sécurité. Le lieutenant civil Dreux d'Aubray est assassiné par sa fille en août 1665. Le lieutenant criminel, il s'appelle Tardieu, et sa femme sont retrouvés morts dans leur hôtel. Ces coups d'éclat, on pourrait dire, de la criminalité obligent Colbert et Louis XIV, mais surtout Colbert, à se pencher sur la question pour rendre plus efficace le maintien et force de l'ordre de la capitale. Et la réformation de la justice est étudiée par Colbert, par Séguier et par le premier président du Parlement. Cela à partir du 28 novembre 1666. C'est une commission qui va fonctionner 3 mois, jusqu'en février 1667. Réformation de la justice. Il va en sortir, en émaner, un édit le 15 mars. Édit supprimant le lieutenant civil pour instituer en fait 2 nouveaux offices. Le lieutenant civil qui s'occupera des questions civiles, des questions, pourrait-on dire, purement sociales, professionnelles. Et puis, tout ce qui touchera à la sécurité sera du ressort de la création d'un nouvel office, le lieutenant de police. Cette charge de lieutenant de police est confiée à Gabriel Nicolas de La Reynie. On peut dire que c'est lui qui a donné toute son importance à cet office,
et qui a fait passer Paris du statut de ville médiévale à celui de ville moderne. Gabriel Nicolas de la Reynie va non seulement maintenir l'ordre, mais va régler la salubrité publique. C'est lui qui invente l'éclairage public, les lampadaires. C'est lui qui va paver les rues, qui jusqu'à présent n'étaient que en grande partie faites de terre battue, et donc en hiver des bourbiers infâmes. Il n'y avait pas de trottoir. Pour passer d'un côté à l'autre de la rue, on tirait des planches. On marchait un peu en équilibre, plus ou moins, le long des trottoirs. Il n'y avait pas d'égout. Donc c'était la rue qui servait en quelque sorte de dépotoir. Gabriel Nicolas de la Reynie a aussi multiplié les fontaines, forme d'eau courante. Il s'est assuré de l'approvisionnement des marchés et il a assuré la sécurité des Parisiens. Il y a à l'époque 400 000 Parisiens. C'est une grosse ville que Paris. Les voleurs, les prostitutions, les sorciers, c'est la fameuse époque des poisons. Il aura une grande importance pour régler ce grand scandale, n'est-ce pas, cette charge de lieutenant de police, lieutenant général de police, est directement l'ancêtre du préfet de police de Paris, qui existe toujours et qui est si important. Voilà comment Louis XIV et Paul Bert ont débuté ce gouvernement personnel du roi à travers une grande enquête sur les forces vives de la nation, par une remise en ordre qui va se poursuivre alors de manière continuelle pendant toute la fin de ce XVIIe siècle. Je reprends alors avec le dernier alinéa que j'ai prévu dans ce chapitre 8. Oui, il s'agit du chapitre 8. Un mot donc sur les communautés habitantes, nous en avons suffisamment parlé, je ne reviendrai pas dessus. Saint-Andon ont mis la main sur ces communautés habitants, en particulier sur leurs finances. Deuxièmement, par contre, je n'ai pas parlé, je le dirai très rapidement là maintenant, des États provinciaux. Les États provinciaux vont être mis au pas, et en particulier les États provinciaux avaient le pouvoir d'accepter ou de ne pas accepter, de modifier les nouveaux impôts, nouveaux édits fiscaux, donc gratuits. C'est par la non-convocation, d'une part, après 1655, et par une espèce d'abdication de leur pouvoir, d'autre part, que les États provinciaux ont renoncé finalement, de fait, à toute influence qu'ils pouvaient avoir sur la politique du roi. Disparition donc des États provinciaux par non-convocation, c'est le cas du Dauphiné, de la Normandie, en 1655, de la Basse-Auvergne en 1672, du Quercy, du Rouergue, 1673, d'Alsace, 1683, Franche-Comté, 1704. Non convoqués, les États provinciaux finissent par devenir un souvenir du passé. L'édit de 1683 leur fait un devoir d'accepter les dons gratuits, le montant des dons gratuits que ces États doivent verser pour le trésor royal sans délibération.
les intendants se chargeant d'être présents aux réunions des États provinciaux pour éviter toute contestation. Encore une fois, nous voyons le rôle des intendants dans cette transformation de la manière de gouverner dans les provinces à cette époque. Nous allons voir dans le chapitre suivant, il s'agit du chapitre 9, les réalisations de la politique intérieure. Je vous ferai d'abord un rappel rapide de l'état matériel de la France, au début du gouvernement personnel du roi. Ensuite, nous verrons finances, économie, législation, et nous arriverons à la fin de cet exposé. L'état matériel en 1661, la France est tranquille, les guerres sont terminées depuis 2 ans avec l'Espagne, la Fronde est lointaine maintenant, ça fait 7 ou 8 ans selon les régions. C'est un véritable soulagement. Sous Louis XIII, la guerre a été quasi permanente pendant près de 40 ans, guerre étrangère, guerre civile. Les princes, les protestants se sont agités, les magistrats, il y a eu le complot de Charles de Lorraine après 1630. On est à la fin d'une période troublée. On rentre en fait dans une période où les pouvoirs absolus, les pouvoirs des princes s'affirment comme garants de la prospérité, de l'ordre intérieur et des conquêtes extérieures. Conquête extérieure, c'est le roi, les armées du roi. Il n'y a plus d'armée privée. Conquête ordre intérieur, nous venons de le voir, avec réforme de justice, réforme de la police. Et prospérité matérielle, nous allons le voir. Donc, on peut croire, on peut penser qu'on rentre dans une période calme, prospère, après un début de siècle très dur, très difficile. La France est alors le pays le plus peuplé, malgré la grande saignée des guerres de religion, mieux armé. C'est le pays central de l'Europe. Il fait le lien entre l'Ouest et l'Est, entre les Amériques et l'Inde, on pourrait dire. C'est le pays le plus riche. La maison d'Autriche et la maison d'Espagne ont été battues, sont rentrées dans leur déclin. C'est surtout remarqué pour la maison d'Espagne. L'empereur est toujours en difficulté, doit toujours surveiller sa frontière de l'Est, sa frontière balkanique. Les Balkans sont toujours menacés par les Ottomans, et ça sera jusqu'en 1685. La France apparaît comme le grand royaume uni, protecteur des États italiens, des petits États qui peuvent être inquiets face aux géants, Espagne, Angleterre, un peu plus lointain, Suède, Autriche, Russie, beaucoup plus loin encore. Les États italiens et les États de la Ligue du Rhin. La France, d'ailleurs, entretient de bonnes intelligences avec la Suède. L'Angleterre est rentrée dans une période de demi-teinte. La Révolution l'Angleterre a fait beaucoup de mal. La Hollande est bienveillante vis-à-vis de la France. La France reste cependant ouverte au nord et à l'est. La Lorraine n'a pas le droit d'avoir des fortifications et des troupes. C'est donc une région ouverte à toutes les invasions. Lille, Besançon ne sont pas encore incorporés dans le royaume, soit pour le nord, soit pour la Franche-Comté. Il y a des brèches, donc, dans la défense de la France. Louis XIV va s'employer à combler ces brèches.
La Fronde qui a cristallisé les oppositions au Bourbon et au pouvoir absolu, la Fronde est un échec. Et l'enquête de gouvernement faite par les intendants entre 1664 et 1667, cette enquête, généralité par généralité, révèle l'existence encore de cette méfiance vis-à-vis d'un pouvoir centralisateur. Le roi conservera donc un regard sourcilleux vis-à-vis des grands du royaume, vis-à-vis du deuxième ordre du royaume. Mais l'enquête révèle aussi que la gentilhommerie est appauvrie, que des maisons vénérables entrent en décadence et disparaissent. Il y a un renouveau de la noblesse à réaliser. Il faut redonner l'influence de la noblesse sans que cela porte ombrage à la royauté. Nous, cette politique, on pourrait dire héroïco-militaire, que Louis XIV va, d'ailleurs dans le prolongement de Richelieu, va développer Versailles, cette cage dorée, comme on l'appellera, mais qui aussi donne prestige à toute noblesse qui viendra y faire des stages, et puis le service des armes dans les armées. Service à double tranchant, car si les armes sont une occasion de gloire et de prestige pour les familles nobles, c'est aussi l'occasion, le danger de les voir disparaître. Les magistrats qui ont été défaits avec la Fronde, les officiers, grands ou petits, sont en train de rentrer dans une période de décadence. Ce qui n'empêchera pas de nourrir chez eux, justement, une certaine hargne contre ce pouvoir royal qui ne tient plus compte de leur importance sur le plan législatif et même sur le plan de l'opinion publique. Les magistrats, normalement, ce sont les sages. La grande masse des sujets sont des paysans qui ont beaucoup pâti de la guerre. Les impôts qui portent sur des signes extérieurs de richesse frappent les laboureurs les plus aisés. Mais malgré cela, la petite propriété va se développer. Le vilain, comme on l'appelle, transmet ses biens, peut les partager entre ses enfants. La condition des paysans en France est bien supérieure à celle des autres paysans de l'Europe. La cour a perdu en intensité. Elle n'est pas un centre de rayonnement comme la cour des Valois. L'humanisme est bien terminé. Louis XIII n'avait pas ce goût-là, nous le savons, contrairement à Richelieu ou à Mazarin, mais les deux cardinaux ministres avaient d'autres chats à fouetter que développer les arts. Un vrai mécénat royal commence avec Louis XIV. Nous passons sur la question religieuse. Nous verrons cela cette année si nous avons le temps, peut-être l'an prochain plutôt, lorsque nous étudierons l'Europe religieuse. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a au sein de la réformation catholique le développement d'une tendance dangereuse, divisant les forces, qu'il s'agit du jansénisme. Richelieu l'avait bien perçu, c'est un danger à la fois politique et religieux, et M. de Saint-Cyran est plus dangereux que 6 armées, disait-il. Saint-Cyran, c'est le compagnon de Jansénus. Saint-Cyran qui va répandre les idées nouvelles de Jansénus sur la grâce en France. Ce jansénisme, d'ailleurs, est une forme de protestantisme. C'est encore des difficultés lourdes sur la question de la grâce qui se trouvent là dans ces questions de jansénisme.
Alors, on doit reconnaître que les Français vivent bien, les Français vivent libres, les libertés collectives abondent. Il est très difficile, par exemple, d'exproprier les paysans. Il y a tant de coutumes, de franchises, de privilèges. On ne peut pas imposer, par exemple, la basse-cour, des revenus de la basse-cour, ou le tabac dans les régions de Bayonne, par exemple. Il y a des assemblées locales qui règlent les impôts locaux, les travaux publics, les corvées. L'enseignement échappe totalement au roi, l'enseignement scolaire et même universitaire. Les provinces vivent jalouses de leurs privilèges, retranchées derrière des cordons douaniers. Il faut que le roi, à chaque pas, élimine, contourne une forêt de lois, de législations sur lesquelles il n'a pas barre. Paris, qui est une ville que l'on dit être boueuse et sale, est une bonne représentante de la France de cette époque. Oui, peut-être un côté de laisser aller, mais très certainement aussi un côté très industriel. Et cette industrie française s'accorde bien avec cette domination politique et militaire, que ce soit la guerre de 30 ans, que ce soit la guerre franco-espagnole. Les Français sont désormais, depuis plus d'un demi-siècle, la nation invaincue en France. Invaincue en Europe, pardon. On relira les mémoires des intendants répondant à Colbert. Il faudra faire attention, il faudra avoir un regard critique sur ces mémoires datées des années 1666-1668. Ils auront tendance à noircir un tableau qui n'est pas vraiment exact. Oui, on peut toujours critiquer, mais oui, il y a des mauvaises récoltes, il y en aura en 1661, 1662, mais les paysans, dans les tableaux et les gravures de l'époque, montrent une bonne constitution, en particulier les tableaux de Lenain. Leur mobilier est correct, les vêtements sont simples, mais sont propres. Il y a un niveau de vie normal. Le dernier des manœuvres touche, au début du XVIIIe siècle, l'équivalent de 6 litres, plus de 6 litres de blé par jour. Il n'en touchait que 3 en 1650, ce qui montre un très net progrès dans les subsistances et dans l'alimentation, et donc ensuite dans la santé et dans l'accroissement démographique. Les Français croissent, ils se multiplient, ils ont confiance dans l'avenir, la démographie, une forte démographie, et en est toujours le signe. Louis XIV est jeune, mais c'est un roi qui, comme tous les rois qui ont souffert et qui ont dû combattre pour s'imposer dans leur jeunesse, reçoit l'aval de l'ensemble des Français. Voilà cet état matériel. Voyons alors les réformes de Louis XIV, en commençant par les finances et l'économie. On va tout d'abord parler de la monnaie. Richelieu et Mazarin se sont employés à donner à la France une monnaie unique, supprimant tous les ateliers de frappe parallèles qui pouvaient exister dans le royaume, comme par exemple ceux des Dombes,
et nationalisant la monnaie étrangère. C'est ce qui est fait par un arrêt du Conseil du 10 septembre 1663. On est prié de porter les monnaies étrangères à la fonte pour les transformer en monnaie française. Il en sera de même pour les pays conquis dans les 25 ans qui suivent. Un nouvel édit, celui du 5 septembre 1690, prévoit que les monnaies étrangères, par exemple les monnaies allemandes qui ont fait cours en Alsace, soient fondues et transformées en monnaie française. On supprime les derniers ateliers de frappe, Avignon, Orange, entre 1686 et 1693. Enfin, va créer une nouvelle pièce, il s'agit du quart d'écu. Les quarts d'écu sont des intermédiaires entre les billons, si vous voulez, les centimes, et puis les pièces d'argent. On met sur ces nouvelles pièces le grénétis, qui, je vous le rappelle, est là pour empêcher les rogneurs. Les monnaies pouvaient être rognées dans leur bord, donc retrouver une place, une forme plus ronde, afin de récupérer alors la monnaie, les précieux métaux d'or et d'argent, et avec cette poussière récupérée, de faire de la fausse monnaie. En mettant sur les tranches des petits symboles, des lettres, le grénétis, on empêche les rogneurs de récupérer ainsi la poussière d'or ou d'argent. Soit le grénétis, soit une formule dominée Salve fac rege, Seigneur, sauvez-le. Voilà pour la monnaie qui devient maintenant vraiment la monnaie du roi. Colbert a produit plusieurs mémoires à partir de 1659, en particulier pour lutter contre la concussion ancienne, dit-il. Et pour cela, donc, c'est-à-dire la concussion, c'est-à-dire les mauvaises opérations, la fraude faite, par exemple, par Fouquet et les siens. Alors, ces mémoires, n'est-ce pas, ont mis sur pied une chambre financière chargée de retrouver tous les abus et de les punir. Cette chambre financière, dont Fouquet va être le principal, mais pas l'unique accusé, va fonctionner longtemps, jusqu'en 1669. 500 personnes seront frappées par cette chambre. On récupérera 110 millions de livres. Colbert, en fait, et ses créatures vont mettre la main sur l'appareil fiscal du roi. On a ainsi des nouvelles familles qui viennent au pouvoir, on pourrait dire. Vous avez Othman, Marin, ou encore Desmarets, qui va être ensuite contrôleur général, enfin, le fils Desmarets deviendra contrôleur général à la place de Colbert à la fin du règne de Louis XIV.
Ces intendants de finances sont les créatures de Colbert. Garde du Trésor royal, trésorier des États du Languedoc, de Dauphiné, ferme générale, toutes tous les postes de responsabilité vont être pourvus par des hommes de Colbert. Le roi voulait lancer une économie prospère, développer le commerce, permettre les mouvements d'argent, et de cette manière lancer l'investissement, les entreprises, les industries. Colbert lui avait promis de grandes réussites, la fin de l'ancien système avec la disparition des malversations de Fouquet et des siens. En réalité, les pratiques fiscales sont demeurées semblables à celles du temps de Fouquet et d'avant. De plus, Colbert, on peut dire, a fait 3 fautes. La première, c'est qu'il a atteint à la confiance des milieux financiers. Et ça, par une banqueroute, à partir de 1665-1669. Il a réduit le pourcentage des rentes à 5%. Ce qui a ruiné en particulier les petits porteurs. Il a supprimé toutes les rentes de l'hôtel de ville qui avaient été constituées à partir de 1656. Ceci par décret d'avril 1663. Ces rentes qui avaient été établies depuis 25 ans ont été remboursées au prix d'achat et donc sans tenir compte des dévaluations. Ceci en 1664. Ces mesures étaient révolutionnaires. Elles jouaient sur les dévaluations ou réévaluations. Les parlements, les Parisiens, les prévôts des marchands se sont opposés très largement. À partir de 1662, Séguier constatera que c'était le même esprit que celui des derniers troubles. La deuxième faute, la deuxième faute, pourrait-on dire, ça a été la Chambre de justice. La Chambre de justice, évidemment, a créé une méfiance vis-à-vis de l'État. Cette chambre de justice était le premier outil de la réalisation des finances par Colbert. Mais on doit reconnaître qu'en frappant une bonne partie de financiers, elle a fait fuir les autres. Il y a eu enfin, troisièmement, la guerre de Hollande. La guerre de Hollande a été menée en partie pour des raisons économiques. Cette guerre de Hollande a perturbé la circulation de l'argent. Elle a obligé à augmenter la fiscalité indirecte en particulier, l'impôt du sel, l'impôt sur les tabacs. Ces affaires extraordinaires qui se sont multipliées à partir de 1672 devaient rapporter 25 millions d'affaires extraordinaires. 1673, il faut obtenir 25 millions pour un petit trésor, un petit budget. 300 millions, guère plus. Alors, on a inventé le papier timbré en 1673, la taxe sur les papiers en 1674. Il y a eu de très grosses oppositions.
il a fallu enregistrer les hypothèques, les statuts des métiers qui n'étaient pas encore groupés en corporations. On a imposé jusque les cartes, n'est-ce pas, les cartes à jouer, et beaucoup d'autres idées, n'est-ce pas, jusqu'à obliger à donner sa vaisselle à la fonte, sa vaisselle plate. C'est de cette époque que date un mouvement de sédition, d'émotion populaire à Bordeaux, à Angoulême. Vive le roi sans gabelle, fameuse expression dont on se rappelle sous Louis XIV. La révolte contre le papier timbré de Bretagne en juillet 1675 a été particulièrement violente et a demandé une très forte répression. Et enfin, on pourrait dire qu'il y a eu une dernière erreur chez Colbert. Je vous dis qu'il y en avait 3, on peut dire qu'il y en avait plutôt 4. C'est cette espèce de thésaurisation excessive. Thésaurisation excessive de l'État, car on voulait empêcher que les métaux précieux ne soient exportés. Et donc, en fait, on empêchait la circulation de l'or et de l'argent, et donc on limitait le développement du commerce. De fait, il faut reconnaître que de 1660 à 1672, Colbert a réussi à rééquilibrer le budget de l'État. En réalité, il était dans la poursuite de ce qu'avait fait Fouquet dans les 10 années précédentes. Il en a profité. Vous voyez par exemple, ces quelques chiffres, 1661, les recettes sont de 84 millions. « 1683, elles sont de 116 millions. Colbert prévoit aussi de conserver la main-d'œuvre française. Il est interdit de travailler à l'étranger. Et 8 août 1669. On incite les évêques à supprimer les jours chômés. 17 jours de fête ont ainsi été supprimés dans ces années-là. Pour développer le commerce, il faut développer la production, donc développer les manufactures. C'est le deuxième but du roi et de Colbert. L'intervention de l'État pour développer, créer des manufactures, demander des commandes pour créer une activité industrielle plus forte. Jusqu'à présent, ce qui primait, c'était la terre et c'était les offices. On essaye de créer, de commencer, de faire démarrer une conversion économique, un changement économique. Colbert perfectionne le système qui a été déjà exposé par Las-Mas au début du siècle et Montchrétien. D'où la création de ces manufactures d'État, manufactures royales, avec privilèges. Une centaine d'usines vont ainsi voir le jour. Ces industries créées le sont par les investissements de grosses fortunes que l'on a harcelés pour cela, les commandes d'État. Alors, du coup, ces entreprises s'appellent manufactures royales, industrie d'État, la plus connue et la plus ancienne, mais citant encore la vieille dame des Gobelins. Pour cela, on édite toute une documentation, c'est la description des arts et des métiers,
en 1675, si vous voulez, c'est l'ancêtre de l'encyclopédie, ou encore le recueil des machines, de 1677. Il faut se dire qu'il n'y a pas d'école à l'époque, de grande école, il n'y a pas d'université, de formation technique, ça n'existe pas. Alors, eh bien, il faut trouver un moyen de diffuser les connaissances artisanales et même de les faire passer de ce côté artisanal, cet aspect artisanal, cette dimension artisanale à une dimension supérieure. Jacques Savary rédige en 1669 le Parfait négociant. Et puis vous avez Bertrand Barrème, même année, en 1669. Bertrand Barrème mourra en 1703. Barrème qui édite les contes faits. Ça donnera donc le barème, les contes faits qui apprennent à gérer, en quelque sorte, une entreprise, le budget d'une entreprise. Il faut surveiller, promouvoir la réglementation des métiers jurés, qu'on appelle aussi les corporations, cela en vue de contrôler la qualité. La surveillance est multipliée. En particulier, vous avez la loi sur les corporations du 23 juillet 1666. C'est un vrai dirigisme d'État. Nous ne sommes pas du tout dans le libéralisme anglo-saxon. La longueur des étoffes est prévue, leur couleur, leur teinte, par exemple, pour cet aspect de notre industrie. La fiscalité. Voyons les pratiques et voyons la réalité de la fiscalité. Colbert s'est promis de réduire les impôts. Il y est arrivé, et là aussi, nous sommes dans le prolongement de Fouquet et de Mazarin. La taille, qui est à 53 millions, est réduite à 41 millions, voire même moins, entre 1657 et 1679. C'est une des attributions essentielles des intendants qui leur sera rappelée encore le 1er septembre 70. Il faut faire en sorte, n'est-ce pas, que la taille soit plus égalitaire, soit aussi plus efficace. Il faut épargner le peuple, éviter que les demandes soient trop importantes, mais on ne doit jamais aller contre l'État. L'intendant ne pourra pas diminuer les rôles de la fiscalité. Et donc, on aura encore des soulèvements pour des causes fiscales. Peu, mais encore. Colbert va être très sensible à la fin de sa vie. Comme ça, quand on vieillit, on devient plus sensible. Très sensible à la misère qu'il voit en partie à cause des abus et des illégalités qu'il pense gréver le système. C'est pour ça qu'il insistera, il tannera ses intendants pour faire en sorte que la réforme de la fiscalité soit faite dans le sens de la justice. Il verra aussi comme cause de cette faiblesse fiscale des Français leur oisiveté et leur hostilité aux réformes des manufactures et de l'industrie. Il aurait fallu pour cela établir une taille réelle, c'est-à-dire fondée sur la réalité, et donc dresser un cadastre. Pour cela, l'administration de la perception devait être entièrement modifiée. Il y aura effectivement un essai de réformation le 23 septembre 1681. Ce règlement provisoire aura pour but de nommer des collecteurs
de vérifier le changement de domicile des contribuables, mais Colbert meurt 2 ans plus tard et finalement le règlement n'est guère appliqué. À l'intendant de Grenoble, il écrira encore à la veille de sa mort, le 4 février 1683, « Vous savez combien Sa Majesté a à cœur le soulagement de ses peuples sur le fait de la taille. » Les contrôleurs généraux qui vont se succéder après lui, je vous donnerai une liste des ministres de Louis XIV, mais vous pouvez les trouver dans les annexes du livre de M. François Buch. Lepelletier, Pontchartrain, Chamillard et Desmarais vont poursuivre cet effort d'assainissement des impôts, mais on peut dire sans trop de succès. Beauvilliers, qui est le chef du Conseil royal des finances, va établir une grande enquête en 1697, qui est l'équivalent de l'enquête de Colbert du début du règne. Cette grande enquête, pour mieux connaître l'état de la France, a pour but une meilleure répartition des impôts. En fait, il y a plusieurs réformateurs qui, à cette époque, établissent des systèmes en vue d'une égalité devant l'impôt, ou plus exactement, ce serait plus juste de dire, un impôt universel. Je vous cite Bois-Guilbert, qui va rédiger le détail de la France en 1699 et le factum en 1707. Plus célèbre, mais s'inspirant de Bois-Guilbert, Vauban, projet d'une dîme royale, rédigé en 1694, mais publié en 1677. Projet d'une dîme royale. Qui, supprimant la taille, les aides, les douanes d'une province à l'autre, les décimes du clergé, les affaires extraordinaires et tout autre impôt onéreux et non volontaire, et diminuant le prix du cep de moitié et plus, produirait au roi un revenu certain et suffisant, sans frais et sans être à charge à l'un de ses sujets plus qu'à l'autre, qui s'augmenterait considérablement par la meilleure culture des terres. Par le maréchal de Vauban. Vous voyez le programme de cet ouvrage, très ambitieux. Suppression d'une grande partie des impôts, directs ou indirects, développement de la grande richesse de la France, qui est l'agriculture, et cela serait sans être à charge d'un sujet plus que l'autre, donc une égalité de tous devant l'impôt, parce qu'un impôt qui serait fondé alors sur le revenu réel. De fait, il y a de nouveaux impôts, l'impôt de la capitation en 1895. Cet impôt qui va être aboli une première fois est un impôt de guerre et rétabli en 1701. Les Français, tous les Français, payent cet impôt selon un barème de 22 classes. La capitation est un impôt qui s'inspire de cet impôt que Léopold Ier avait imposé à la Bohême en 1693. La déclaration royale du 18 janvier 1695 était inspirée par le marquis de Chanlay. Les rénicoles, c'est-à-dire les citoyens du roi, sont divisés donc en 22 classes. Il y a 2 innovations dans cet impôt de la capitation. Tous les sujets, sauf les taillables de moins de 20 sous et les mendiants, et pour tout le royaume, indépendamment des provinces, des généralités. Cette capitation est accueillie finalement assez facilement, car on comprend les nécessités de l'État qui n'a pas le choix. Cet impôt
va être payé par la noblesse et par le clergé. Simplement, pour la noblesse, elle est levée, l'imposition est levée par des nobles et non pas par n'importe quel agent du fisc. Les rôles sont dressés par les intendants et par des nobles, par les échevins pour les villes, et dans les campagnes par paroisse, par évêché. Le clergé proposera de transformer cet impôt en abonnement, mais cela sera refusé par la noblesse et par le tiers. Pour la France, pour le clergé de France, alors seul il y aura cet abonnement d'1,4 million de livres par an. La capitation se joindra donc au don gratuit. C'est une décision du 11 novembre 1695. Donc le clergé de France obtient l'abonnement parce que le clergé de France est maître de ses biens. Le roi lui propose, mais lui, il dispose. Cette capitation sera l'ancêtre de ces grands impôts universels qui pèseront à partir de la Révolution sur tout le monde sans distinction. Je vous indique ensuite comme autre impôt le 10e, qui date de 1710. Ce 10e s'impose sur les revenus fonciers, industriels et sur les gages des officiers. Et puis, il y aura bien sûr des ressources extraordinaires à partir de 1687, par exemple, des manipulations monétaires. On réévalue. Il y aura 40 manipulations entre 1687 et 1715. Des nouveaux offices, des emprunts forcés. De fait, tous ces expédients n'aboutiront à rien et on doit dire que la situation financière du Trésor royal est dramatique. À la mort de Louis XIV en 1715, il y a environ 2 milliards de déficit. La guerre de succession d'Espagne en est la grande responsable. Ces impôts expriment donc la montée de l'esprit égalitaire dans la société. Finalement, tendent à souhaiter une nouvelle disposition sociale. Et donc une évolution, un déplacement du curseur social, des privilèges, la valeur sociale. C'est une nouvelle vision de la société, incontestablement. La capitation qui est supprimée provisoirement, donc en 1698, se maintiendra hors de la guerre, elle sera mal perçue, mal acceptée, mais elle exprime surtout cette nécessité de trouver de nouveaux moyens pour obtenir les ressources nécessaires afin de réaliser cette transformation administrative, sociale, politique à laquelle Louis XIV aspire pour la France, comme d'ailleurs la grande majorité des souverains modernes de son temps.
Nous verrons le prochain cours et nous terminerons avec le commerce et la législation de Louis XIV. Je vous souhaite bien du courage pour cette période difficile à vivre. Enfin, cela dit, j'espère que vous êtes à la campagne, qu'il fait aussi beau qu'il le fait ici. Bon courage pour la suite.